Pastille pour la gorge, check. Verre d'eau, check. On est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. Vous le savez, une fois tous les 2-3 mois, j'ai la voix qui part en vrille. C'est aujourd'hui. Donc on est parti pour un menu en simili ASMR. Je vais essayer de parler le moins fort possible. Et du coup, j'ai mis le micro devant ma tronche. Littéralement à 10 cm. Pour que ça puisse rester un tant soit peu audible malgré tout. Je pense que, me connaissant, je vais quand même parler trop fort. Et donc je vais me péter la voix. Je me connais. Mais on va essayer. Je vais essayer de parler vraiment peu fort. Le truc, c'est qu'éventuellement, ça va paraître peut-être manquant un petit peu de dynamisme. J'essaie d'être un peu dynamique dans mes menus crowdfunding. Si c'est pas le cas aujourd'hui, vous saurez que c'est à cause de ma voix qui part un petit peu en vrille et que j'essaye un petit peu d'économiser parce que demain, j'ai une longue journée de cours. Quoi qu'il en soit, en cette semaine du 19 janvier 2025, qu'est-ce qu'on a au menu? Réponse, pas grand-chose. En fait, il y a quelques projets assez intéressants en réalité, mais quantitativement, on reste quand même sur un tout début d'année, donc on commence doucement à repartir vers un rythme de croisière un peu plus effréné, mais pour l'instant, on appuie sur la pédale d'accélérateur tranquillement, on n'est pas encore pied au plancher. Donc on a assez peu de projets, ce qui me permet de m'économiser un petit peu et de bosser sur autre chose bien évidemment. Mais on est parti sur un menu avec quand même un dessert à minima, peut-être même deux si mes souvenirs sont bons. Mais le reste, ce sera relativement facile et rapide à traiter. Sans plus tarder, entrée, plat, dessert, comme à l'accoutumée, avec donc cet ordre toujours un petit peu subjectif-objectif, d'intérêt croissant pour les projets évoqués. On y va. Je m'excuse tout d'abord parce que dans l'intro, vous avez certainement en arrière-plan un vieux bruit un peu dégueulasse de soufflement. C'était mon petit chauffage d'appoint. J'avais oublié de l'éteindre parce qu'on se pèle les joncs et il n'y a pas de clim dans cette pièce-là. Du coup, je viens de l'éteindre. Ça devrait être un peu plus clean, mais dans l'intro, certainement que le son était un peu dégueu. Bon, c'est pas très grave, ça reste l'intro, c'est pas le plus intéressant de la vidéo, mais quand même. Du coup, on commence cette semaine avec un petit détour sur GameFound pour voir la campagne de Pixels and Polygons, le projet de BD Games, qui nous vient d'où d'ailleurs? J'ai jamais vu cet éditeur par le passé, de Pologne. Ah bah si, je les ai déjà vus pour Doomrock, Assault on Doomrock, qui n'avait pas fait un énorme succès, mais quand même, 1700 contributeurs, mine de rien, c'était quand même pas rien. Et sinon, Crisis at Steamfall, que je connais pas non plus. Et donc ils nous reviennent avec Pixels and Polygons. Et vous l'apercevez assez rapidement, on est sur un jeu autour de la thématique du jeu vidéo, un jeu de placement d'ouvriers qui vous permet de créer des jeux inspirés des plus grands titres des années 90-2000 en gros. C'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 120 minutes. Placement d'ouvriers, je vous l'ai dit, donc gestion de ressources, ça va de pair même si c'est pas écrit ici. Avec un joli petit style, je me demande s'il n'y a pas un petit peu d'IA au niveau de la direction artistique de manière générale, mais ça a plutôt de la gueule, ça rend nostalgique à bien des niveaux, donc il y a aussi pas mal de petites allusions à des titres bien connus de l'univers du jeu vidéo, bien évidemment. Et puis donc le placement d'ouvriers c'est une de mes mécaniques préférées, donc bien évidemment que ça attire un tout petit peu mon intérêt, même si c'est pas quelque chose qui va suffire pour me faire baquer, parce que bon, les quelques jeux vidéo qui sont évoqués par-ci par-là sont pas forcément ceux de mon enfance en particulier, c'est pas forcément mes genres de jeux préférés, mais on en reconnaît quand même pas mal de ci, de là. Et du coup ça c'est sympa. On aura donc du placement d'ouvriers, on aura aussi de la gestion de main, et on va donc chercher à créer des jeux vidéo, et à créer des synergies avec bien sûr des staffs, donc des développeurs, des cartes d'amélioration, on aura aussi des fans qu'on va chercher à attirer, on va essayer de développer des nouvelles technologies pour les incorporer dans notre jeu, etc. Donc pas mal de choses à prendre en compte, pour un jeu qui au demeurant n'est pas très très cher, on l'a vu ici, 39 €. C'est quand même assez abordable. Page GameFound un petit peu mal foutue parce qu'il faut finalement descendre assez bas pour enfin avoir un tout petit peu d'éléments de gameplay. C'est même après le shipping, ce qui est très très rare. En général, le shipping c'est en bas de page, c'est pas très important, mais le gameplay se trouve en dessous, avec le placement d'ouvriers sur des tuiles hexagonales. Ensuite, on aura 2 plateaux chacun,
avec donc des jeux qui vont venir se poser dessus et différents types de bonus que l'on va venir ajouter par-dessus, avec plein d'effets, de cartes, de bonus en tout genre qui vont venir impacter le cours de la partie. Et du coup, ça a l'air d'être assez fun. Il y a plein de combos à aller imaginer. On voit ici une allusion à Metal Gear Solid par exemple, certainement Super Mario. Là, Survival Mechanics avec le mec qui court la tub à l'air, c'est assez particulier. Je sais pas ce que ça évoque, pour être tout à fait honnête, mais c'est assez drôle. Le mec est bien équipé. Voilà, donc à vous de voir si c'est une thématique qui vous parle, si c'est une DA qui vous parle. C'est quand même souvent orienté un petit peu 8 bits pour faire, enfin 8 bits, pas celle du monsieur tout à l'heure, pour rappeler un petit peu les années 80-90. Il y a un Tabletop Simulator pour ceux qui voudraient éventuellement l'essayer avant de prendre une décision, mais il n'y a pas de version francophone, même pour ce qui est du PDF. Et oui, apparemment, il y a bien de l'IA. Il y a bien de l'IA pour ce qui est de la direction artistique, mais il ne sait pas encore s'il pourra, enfin, s'il l'utilisera totalement en l'état, parce qu'il parle de placeholders, donc c'est juste en attente de confirmation de ces images ou de remplacement par un véritable artiste. J'ai pas lu en détail le truc, mais bon, on verra bien vers où ça les mène. Donc pour l'instant, ils en sont à 272 backers, mais la campagne s'est lancée un petit peu tardivement, jeudi je crois, donc du coup il y a un petit peu de retard par rapport aux autres campagnes, mais ça devrait se financer assez rapidement, et il reste 13 jours à l'avant la fin de la campagne au moment où je m'enregistre. C'est tout pour Pixels and Polygons. Pas la campagne la plus intéressante qui soit pour les francophones, c'est la nouvelle de 25th Century Games qui, pour la troisième fois, j'ai oublié, nous sort une campagne de Import Collection. En fait, c'est une collection de jeux qu'ils sont allés repérer à droite à gauche dans différents pays à travers le monde pour en proposer pas une version anglophone. Ils étaient généralement déjà en anglais, mais pour les rendre plus accessibles au public anglophone, principalement nord-américain. Donc ça nous concerne en vrai pas tellement. Il y a 512 contributeurs, j'imagine que la majorité c'est Canada et Amérique, certainement ouais. États-Unis, Canada. Voilà. Un petit peu le Royaume-Uni, certes, un petit peu l'Australie, certes. Bon bref, quand même quasiment que des jeux à vocation de marché anglophone, même si on retrouve quelques Français, quelques Japonais dans le tas. Enfin, sont-ils japonais ou sont-ils des résidents au Japon qui sont anglophones de base, je ne sais pas. Bref, là-dedans vous retrouvez quelques jeux peut-être connus d'ailleurs, The Battle of Versailles, ça me dit quelque chose. Kabuki Tricks, je l'ai derrière moi. Qu'est-ce qu'on... Intent to Kill, ça me dit rapidement quelque chose. Bref, je vais pas détailler la totalité des jeux qui sont présents ici, il y en a quand même une dizaine environ, avec des prix bien évidemment très variés, mais généralement plutôt abordables. Vous me direz si dans le tas, vous en avez déjà testé un ou deux éventuellement, et le cas échéant, ce que vous en pensez. Bien sûr, il y a aussi un bundle pour prendre la totalité des jeux pour autour de 200$ je crois, mais bien évidemment, vu la nature du pledge et de la campagne, pas de VF ici. Jeu d'ambiance, donc ça va très vite pour Who Said That, 12 contributeurs. Ça nous vient de France, ceci dit, c'est pour ça que je me dois quand même d'en parler un petit peu, mais Who Said That, qui est un party game pour adultes, donc on imagine qu'il y a certaines questions un peu tendancieuses par exemple, il a du mal à trouver son public, 12 contributeurs seulement, alors qu'il n'y a pas encore pour l'instant une très grande concurrence sur Kickstarter, c'est très faible, c'est donc pour 18 ans et plus, disponible en français, c'est pour des parties de 60 à 80 minutes, c'est quand même assez long pour un party game, et pour 5 à 10 joueurs, et bien on l'imagine avec donc des questions, des sujets, des thématiques un petit peu peut-être graveleuses, peut-être provocantes, peut-être, comment dirais-je, susceptibles de mener à des débats, voire même à des discussions ou endiablées, voire même des disputes, sait-on jamais. En tout cas, voilà pour Who Said That, disponible en français. Si vous aimez les party games à plus de 5 joueurs avec des sujets un petit peu tendancieux potentiellement, ça pourrait éventuellement vous intéresser. On enchaîne avec In Memory of, qui est un projet Make 100. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une gamme de projets que l'on retrouve parfois sur Kickstarter. Vous pouvez d'ailleurs cliquer ici, vous en verrez un échantillon d'exemples. En fait, c'est simplement un petit éditeur, un petit créateur, pas forcément un jeu de société d'ailleurs, qui va se proposer de créer 100 copies du produit qu'il cherche à mettre en avant. D'abord pour tâter un petit peu le terrain, pour voir un petit peu ce que ça peut donner, ce que sont les retours du public éventuellement, et sans trop prendre de risques, quoi.
Et donc cette fois-ci, c'est le cas pour Tony Tran qui lance son premier projet. 44 contributeurs pour l'instant, donc on est quand même à quasiment à 50% finalement de l'objectif des 100, 18 jours avant la fin de la campagne, avec une thématique qui me parle beaucoup plus que je ne le voudrais, bien évidemment, pour ceux qui ont, éventuellement, qui sont abonnés depuis plus d'un an, vous savez pourquoi, mais sinon c'est pas très important à vrai dire. C'est pour 1 à 5 joueurs, mais c'est aussi potentiellement une expérience qui se joue donc, en solo, qui permet d'aborder un petit peu la thématique de la perte d'un être cher. Donc voilà, c'est pas joyeux, mais c'est une expérience qui peut être assez intéressante, mine de rien, que ce soit en solo ou à plusieurs éventuellement aussi. Reste à voir comment c'est traité. Bon, ça paye pas de mine visuellement, vous vous en doutez, mais c'est souvent le cas de ces projets pour Make 100. Mais ouais, la thématique, bien évidemment, me parle un petit peu. Je serais curieux d'essayer un jour. De là à aller baquer exprès pour ressasser des souvenirs, je suis pas venu là pour souffrir, ok? Et j'ai envie de dire. Voilà. Donc, voilà pour Make 100, ça coûte combien ça déjà juste par curiosité? 5$ pour du print and play. Là pour le coup, c'est pas limité à 100 backers. C'est la version physique qui est limitée à 100. Et ça coûte 20$, ce qui est quand même pas très très cher non plus. Voilà pour In Memory of. On enchaîne avec Yomi. Petit titre japonais parce qu'il y a aussi des inspirations japonaises. On retrouve Street Fighter notamment, Fantasy Strike, je ne sais pas si c'est japonais. Bref, il s'agit d'un jeu de combat, donc en 1 contre 1 ou potentiellement en coop à 2 joueurs. Jeu de combat qui se base essentiellement sur de la gestion de main, donc sur des cartes, beaucoup de cartes. C'est pour des parties de 30 minutes environ. Donc ça se veut compétitif ou coopératif, avec une thématique un petit peu orientée, un petit peu jeu vidéo. On retrouve des personnages qui nous feront penser à Street Fighter, qui nous feront penser à Tekken, ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, je pense que le gars a bossé sur Street Fighter, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il a bossé sur Street Fighter, alors certainement l'adaptation en jeu de plateau, hein, pas le jeu vidéo j'imagine, mais c'est un mec qui a déjà bossé sur des jeux de combat, ou des choses qui s'y apparentent en tout cas, et donc on va avoir différents combattants, bien évidemment asymétriques, avec leur deck de cartes, leurs propres compétences, etc. Et on va s'affronter, se mettre sur la tronche, pour espérer faire mordre la poussière à Xavier, enfin à notre adversaire du jour, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, donc vous choisissez votre personnage, vous essayez aussi de faire le mieux au niveau des combos, parce qu'il faudra, comme dans les jeux vidéo de ce type-là, apprendre tout un tas de combos pour utiliser son personnage de manière la plus efficace possible. Et du coup, en cela, ça reproduit quand même pas mal ce que l'on avait l'habitude de voir avec ces jeux comme Street Fighter, Tekken, etc. Je ne sais plus exactement comment ça se joue maintenant. Les nouveaux épisodes, j'ai pas joué, mais à l'époque, Tekken 2, si mes souvenirs sont bons, Street Fighter 2 à minima, Tekken 3 avec Eddie Gordo, je prenais toujours ce mec là qui faisait de la capoeira, il était tellement facile à manier et tellement cool à jouer. Mais bref, ouais, chacun son héros, chacun ses combos, il y en aura dans tous les sens, pas mal d'asymétrie, bon, ça peut être intéressant, éventuellement pour les fans de jeux de combat, ça se joue assez rapidement, ce qui fait un petit peu penser aussi à Dice Throne, même si du coup, en termes de mécanisme, ça n'a absolument rien à voir, si ce n'est qu'on les retrouve aussi avec des starter sets de 2 personnages par exemple, un petit peu comme le fait encore d'ailleurs Dice Throne, même si encore une fois la comparaison s'arrête ici, parce que mécaniquement, ça n'a rien à voir. Voilà, donc bon, c'est très très coloré, c'est très très chiadé, je suis pas très très convaincu, je suis pas le cœur de cible pour ce qui est de cette DA là. La DA vraiment me parle pas des masses, mais pour ce qui est de tester un de ces jours, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être sympa, à voir. Pour ce qui est du pledge novice, donc 2 personnages, hein, Troc et River, c'est 25$, sinon la boîte qui contient 10 personnages, je crois, c'est 99$, donc la note monte quand même très très rapidement, quand on n'a pas vraiment de certitude quant à la qualité du truc, ça pose un peu de question, c'est quand même très très cher le ticket d'entrée, et c'est vrai que 2 personnages, on va rapidement se lasser, on va rapidement voir les limites en termes de profondeur, de rejouabilité, de combo, donc c'est vrai qu'on est tenté d'aller vers le challenger, mais il coûte tout de suite très cher, quoi. Sinon, on va vers le gameplay all-in, où là, j'avais même pas envie de compter, mais il y a quoi, 22 personnages dans le gameplay all-in, mais 225$, ça coûte très très cher, mais on appréciera aussi les petites tug box, donc les petites boîtes individuelles pour chacun des personnages, ça facilite le rangement, l'installation, et c'est plutôt cool. Voilà donc pour Yomi, le nouveau jeu de Serling Games, actuellement en campagne sur GameFound, 300 backers, 26 jours avant la fin de la campagne.
Jeu qui aurait pu être intéressant, en vrai. Know Thyself, en vieil anglais. En fait, c'est Know Yourself en anglais moderne, contemporain, j'ai envie de dire. Un jeu qui se base sur la découverte de soi-même. On parle ici de psychologie, de quasi-psychanalyse par le jeu de société. C'est une thématique qui me parle bien, alors que j'ai pas une confiance très très haute, j'ai pas une très très haute estime de la psychanalyse, bien que j'ai jamais essayé, donc c'est peut-être une erreur en vrai. Mais la thématique me parle. D'ailleurs, bon, j'adore la thématique de Unconscious Mind, ça s'en rapproche un tout petit peu, même si en termes de gameplay, encore une fois, rien à voir. Mais 425 contributeurs ont déjà été convaincus par le projet de Know Thyself, qui nous vient du Mexique d'ailleurs. 27 jours avant la campagne, le projet est largement financé. On est sur un jeu qui en plus visuellement présente bien, alors que c'est de l'IA là aussi. Et l'IA souvent, c'est souvent si joli, mais un peu incohérent, ça manque un petit peu de liant au niveau de la DA de manière globale. Là pour le coup, c'est quand même plutôt très joli, j'aime bien le style, ils ont certainement une assez bonne expérience des prompts pour ce qui est de l'IA générative d'images. Ça fonctionne bien, franchement, la DA de manière générale fonctionne plutôt bien sur Know Thyself. Alors donc, comment ça marche? Eh bien, vous allez le voir ici. D'abord, au début du tour, on va tirer une carte. Comment s'appelle une carte de... j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, une carte qui vous stipule une affirmation à laquelle vous devez réagir. Par exemple ici, est-ce que chaque personne a la même valeur indépendamment de leurs actions, ou est-ce que la valeur d'une personne est basée sur ses actions? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là on va se découvrir les uns les autres. Ah tiens, tu penses ça, je pensais pas que tu penserais ça. Ah, on pense la même chose, on pense pas la même chose, on va se mettre sur la gueule. Il y a moyen de faire des disputes. Ça peut être drôle aussi, ou pas. Ensuite, on va tirer une carte de ce qu'on appelle trait, donc une sorte de trait de personnalité. Et à partir de là, on va se noter nous-mêmes vis-à-vis de ce trait de personnalité de 1 à 5, si mes souvenirs sont bons. Et les autres vont nous attribuer une note sur ce trait-là également, et justifier pourquoi ils nous donnent 1, 2, 3, 4, 5 sur ce trait de personnalité, de caractère, en justifiant un petit peu aussi. Donc j'imagine que c'est conçu, c'est voulu comme étant un jeu plutôt chill et positif, dans le sens où on va plutôt être amené à, comment dirais-je, tresser des louanges à nos partenaires autour de la table pour être sympathique. Mais tu dis, si t'es créatif, pourquoi tu te mets 2 sur 5? T'es créatif. Mais en vrai, si on est honnête, pas forcément. Il y a moyen d'être déçu éventuellement. Donc j'aime bien la thématique, j'aime bien ce que ça semble vouloir faire. Je suis beaucoup moins convaincu par l'intérêt ludique du truc et par le manque d'honnêteté que j'entrevois déjà avant même d'y avoir joué. Ça sent le jeu conçu un petit peu pour se lécher le fion l'un l'autre, et du coup je vois pas très bien ce que tu peux en retirer de véritablement profond. Voilà. Mais bon, encore une fois, thématique qui me parle plutôt bien, la DA qui est plutôt jolie, même si encore une fois IA, mais IA qui fait bien le job pour une fois, ce qui n'est pas toujours le cas. Là j'aime plutôt pas mal, et par contre ils se font aussi pas mal plaisir sur le prix. Ça commence assez léger, 34$, ensuite 59 si vous prenez le jeu de base plus les extensions, ce qui est en fait des micro-extensions qui viennent rajouter de nouvelles cartes de trait. Là on en a assez peu, on en a 54, mais ça vient en rajouter beaucoup par la suite. 69 si vous prenez la Collector's Edition, qui rajoute juste des posters en plus des extensions, donc on s'en fout en vrai. Mais donc voilà, ça arrive à un jeu finalement à 69$ pour, bon, assez peu de cartes, un plateau, quelques petits tokens par-ci par-là. Ça me semble un tout petit peu cher pour ce que ça propose, et bon, je suis pas convaincu par l'intérêt véritablement ludique du truc. Les packs supplémentaires, donc les extensions qu'on a vues tout à l'heure, sont quand même à 16$ pièce aussi. Enfin non, c'est 16$ pour 2 extensions. Bon, je suis pas hyper convaincu. J'aime bien la DA, j'aime bien la thématique. Je suis pas sûr de la qualité du jeu. Est-ce que c'est vraiment un jeu d'ailleurs? Ça, à voir. C'est pour 2 à 4 joueurs, et je vous ai déjà dit les prix d'ailleurs. 27 jours avant la fin de la campagne, c'est financé avec 425 contributeurs. D'ailleurs, c'est tout pour les entrées de la semaine. Maintenant, on court vers les menus, pas les menus, mais vers les plats principaux. C'est pas seulement la voix qui part en vrille, c'est aussi le cerveau.
Premier plat principal du jour, il s'agit de la Patisserie Rococo, parce qu'il faut prononcer ça à l'anglaise, parce que ça nous vient de Eagle Gryphon Games. C'est l'éditeur, entre autres, des Vital Lacerda. Ils sont principalement connus pour ça, voire même quasiment exclusivement connus pour ça en réalité. Alors ils sortent bien sûr d'autres jeux qui ne sont pas l'œuvre du portugais. Il était portugais, Vital Lacerda, je crois. Hein, je crois que c'est ça. Mais ils sont quand même principalement connus pour les jeux de Vital Lacerda. D'ailleurs, tous ceux que l'on voit ici et qui sont un minimum connus, c'est soit Vital Lacerda, soit un peu ici Martin Wallace. Mais en vrai, même ce jeu-là de Martin Wallace n'est pas diablement connu en réalité. Et donc cette fois-ci, ce n'est pas un jeu de Martin Wallace, c'est un jeu de Stéphane Malz et Louis et Stéphane Malz, donc des frères j'imagine. Et c'est donc la pâtisserie Rococo. Ça vous dit peut-être vaguement quelque chose, parce que Rococo, c'est un jeu qui est déjà sorti il y a quelques années de ça. Et en fait, la pâtisserie Rococo, c'est une sorte de refonte thématique visuelle et mécanique de Rococo, donc avec des règles légèrement modifiées, peaufinées, améliorées, pour une expérience de jeu qui est améliorée aussi au niveau de la rejouabilité. On verra ça un peu plus tard dans la campagne, mais avec une thématique donc radicalement différente, même si on reste dans le même univers, à savoir la France sous le règne de Louis XV. DA pas vilaine, mais un peu kitsch. Déjà Rococo, je trouvais ça assez kitsch en termes de visuel. J'ai toujours un petit peu cette impression-là avec la pâtisserie Rococo. Les illustrations de Fabrice Weiss marchent, mais c'est kitsch. Alors est-ce que c'est parce que l'époque s'y prête bien aussi au kitsch? Je ne sais pas. Mais ouais, je suis pas hyper convaincu. Et puis au-delà de la DA que moi je trouve un petit peu kitsch, je trouve que le titre, mais bon ça, le titre parlera certainement aux anglophones par exemple, mais c'est vrai que quand toi de base t'es francophone, un jeu intitulé La Pâtisserie Rococo, ça vend pas du rêve. Je sais pas, ça fait un peu aussi raffiné qu'un steak haché dans une boîte de conserve. Je suis pas fan du titre, mais bon, j'imagine que pour le public anglophone, le français faisant toujours un petit peu classe à l'étranger, ça passe mieux. Moi, je suis moins convaincu. Mais bref, quoi qu'il en soit, on va participer à des concours de pâtisserie pour le roi, pour gagner du prestige, bien évidemment. On va pouvoir se faire engager des assistants. On va aussi partir à la recherche de différents ingrédients pour préparer des gâteaux plus succulents les uns que les autres et susceptibles de déclencher du diabète 3e degré. Également à une époque où on n'avait pas encore de pompe insuline. DA, encore une fois, hein, visuellement, au-delà d'être un peu kitsch au niveau des illustrations, ça paye vraiment pas de mine au niveau du matos non plus, comme c'est très épuré pour prendre un mot plutôt mélioratif, mais il y a moyen de trouver des qualificatifs plus péjoratifs. Ça manque quand même pas mal de saveur, ce qui pour un jeu qui traite des pâtisseries est un petit peu dommageable à mon avis. Je trouve ça un petit peu vide, voilà, globalement. Mais bon, au demeurant, Rococo a plutôt des bonnes notes sur BG, c'est plutôt un jeu qui a une bonne réputation, et donc il vient s'enrichir avec cette modification, cette mise à jour de la pâtisserie Rococo, et c'est plutôt une bonne chose. On aura une expérience un peu plus ramassée potentiellement, un peu plus courte, on passe de 7 tours à 4 avec la pâtisserie Rococo, on aura un peu plus de cartes à jouer chaque tour, on aura aussi beaucoup plus de cartes de staff disponibles, ce qui offre une rejouabilité bien plus conséquente que ça n'était le cas pour Rococo, avec un mode solo inclus de base avec 3 niveaux de difficulté, alors qu'il n'était inclus que dans la version Deluxe pour Rococo, et à un prix bien moindre, quasiment la moitié d'ailleurs, de Rococo pour la pâtisserie Rococo. Donc, a priori, si vous aviez apprécié du coup le jeu d'origine, donc Rococo, il y a moyen que celui-ci vous plaise encore plus, si tant est que la thématique vous parle également. Et je ne l'ai pas encore mentionné, mais vous le voyez ici, le jeu sera publié en français par Eagle Gryphon Games eux-mêmêmes. Donc ça c'est bon à savoir aussi, vous pouvez sauter sur l'occasion. Ici d'ailleurs vous voyez un petit peu un paragraphe en français, avec donc du 45$ pour la pâtisserie Rococo, ou on a eu tout à l'heure 65, ça c'est peut-être si vous prenez le add-on qui est ici je crois. Il est à combien déjà? 18$ pour les pièces en métal qui remplacent les pièces de base en carton. Du coup, petit détour aussi du côté des frais de port. Les frais de port seront-ils Rococo eux aussi? Canada, 16$. Ça va, 19,22 si vous prenez plus de copies pour faire des mini pledges groupés. France, 19,21,21.
Belgique 20, 23, 23. Pour nos amis suisses, potentiellement, ce serait ici 34, 43, 43, moins intéressant. Et pour nous au Japon, 27, 39, 47, pas super intéressant non plus. Voilà donc pour la pâtisserie Rococo. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, pour l'instant, 800 contributeurs sur le projet, 40 000 euros d'engrangés, 14 jours avant la fin de la campagne. On ne change pas les habitudes qui gagnent, hein. Gabe Barrett revient avec un air anglais, on s'en fout. Gabe Barrett revient sur GameFound comme chaque mois, et c'est la même chose donc pour 2025, en tout cas pour l'instant, avec son Solo Game of the Month. Et en réalité, il y en a deux cette fois-ci, donc c'est Solo Games of the Month, avec donc une double feature comme il avait déjà fait une fois ou deux par le passé. Donc Gabe Barrett, c'est cet auteur qui s'est mis en tête depuis un an, je crois, un an et demi, de lancer chaque mois des jeux solo sur GameFound, et donc qui fait dépenser masse de thunes à notre bon ami Xugma, bien évidemment. Cette fois-ci, ce sera avec Harsh Shadows et Welcome to Reckoning. Il me semble que Welcome to Reckoning, à la base, c'est un jeu qui avait déjà connu une sortie, peut-être pas sous ce format-là, mais je crois que l'univers et le titre, enfin la DA aussi, me parlent. Donc je pense que c'est un jeu qui avait connu une sortie par le passé, peut-être pas sous ce format-là, pas en solo, je ne sais pas. Mais je pense que l'univers existe déjà quelque part. Harsh Shadows, ça ne me dit rien en revanche. 500 backers pour l'instant. Le projet est financé avec 15 000 $. 14 jours avant la fin de la campagne, et comme à l'accoutumée avec ces projets de Solo Game of the Month, on est souvent sur les jeux relativement courts et donc relativement faciles à sortir. Là on le voit donc avec 20 minutes de partie, c'est quand même très très facile à sortir, et en plus, double feature oblige, on a les deux dans une seule et même boîte, toujours avec ce format un petit peu cassette vidéo propre à Gabe Barrett. Il y a aussi, durant cette campagne, un tapis de néoprène pour Dyson Crusoe, un autre jeu solo sorti par cet éditeur il y a quelques mois déjà. Il me semble que Xavier l'avait pris celui-ci, je crois, et c'était un de ceux qui me tentait le plus pour le coup, à voir. Du coup, Welcome to Reckoning, on vous présente un petit peu les composants, principalement des cartes d'événements, mais également des cartes de poussière, des cartes de lieux également, des cartes de personnages. Ensuite, Harsh Shadows, pareil, essentiellement des cartes, là aussi, on reprend un gameplay assez similaire finalement dans les deux cas. Voilà, à vous de voir si ça vous parle. Il y a un avec ambiance un petit peu, disons, Far West avec des tentacules, à voir. Oui, apparemment il y en a. Et le second avec plutôt agent d'espion, espionnage, etc. Donc à voir lequel de deux vous parle, mais de toute façon, si vous en prenez un, vous prenez l'autre, c'est obligatoire, c'est dans la même boîte. Et sachez que d'ailleurs, la boîte en question vous coûtera 25 $ ou 5 si vous prenez le tout en PNP. Et 15 $ pour l'ajout du playmat de Dyson Crusoe pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Le shipping est toujours aussi intéressant pour les projets de Gabe Barrett, donc c'est encore le cas aujourd'hui, avec donc 5 $ pour ce qui est de l'Asie ou des États-Unis pour les livraisons, 6 pour le Canada, même chose pour France, Belgique, etc. Donc bref, l'Europe de manière générale. Voilà donc pour ce qui est de ce duo de nouveaux jeux du Solo Game of the Month de Gabe Barrett avec Welcome to Reckoning et Harsh Shadows. À partir de maintenant, pendant environ 5 minutes, si vous entendez des bruits bizarres émaner de ma bouche, c'est parce que j'ai repris une pastille pour la gorge. Ça commence à partir un petit peu en vrille. Je pense que il me reste quoi, deux plats principaux. Et les desserts, je ferai ça demain, je pense, pour économiser un petit peu ma voix. Parce que je bosse quand même demain, faut pas déconner. Hein, enfin, je bosse en plus de menu crowdfunding, bien évidemment. Hein, mon vrai boulot. Un de mes vrais boulots, parce que j'en ai quand même 4. On bosse, quand même, on bosse. Et donc, nouveau plat principal, cette fois-ci, il s'agit du nouveau projet de Skellig Games, qui est un éditeur allemand relativement jeune, qui lance son deuxième projet sur Kickstarter, mais c'est aussi un éditeur allemand qui fait des localisations. D'ailleurs, on bosse un petit peu avec eux, avec l'agence pour laquelle je bosse. Récemment, ils avaient sorti Weimar, The Fight for Democracy, qui avait fait un résultat comment déjà pas trop mal, 1155 contributeurs, ouais bon pas trop dégueu, ça va hein, pour un premier projet sur Kickstarter. Ensuite ils avaient fait un projet sur GameFound, j'ai oublié le titre, c'était un truc sur les Vikings, qui n'avait pas super bien marché. Et du coup ils nous reviennent sur Kickstarter avec cette fois-ci Click a Tree, et vous le voyez en gros, hein, c'est quand même le nouveau jeu de Uwe Rosenberg, l'un des auteurs les plus prolifiques et les plus renommés de ces 20 dernières années, donc forcément, petit événement quand même. Mais petit finalement, parce qu'on le voit, 266 contributeurs.
Comme quoi, le nom de l'auteur, ça fait pas tout, ça suffit pas forcément à faire une grosse campagne, et peut-être aussi c'est parce que c'est un auteur qui n'est pas tellement associé avec le crowdfunding, avec le financement participatif de manière générale, c'est plutôt un auteur que l'on voit directement sortir en boutique, et du coup quand on voit son nom associé à une campagne, on se dit que de toute façon, le jeu arrivera en boutique à terme, donc c'est pas tellement la peine de backer. C'est peut-être une des raisons qui font que la campagne marche pas si fort, hein. On est à 266 contributeurs seulement, 3-4 jours après le lancement de la campagne, c'est pas phénoménal. Bon, le projet est financé, 18 jours avant la fin de la campagne. Je pense que quoi qu'il arrive, ils vont imprimer minimum 1000-2000 exemplaires quand même, quel que soit le résultat, parce que, bon, Uwe Rosenberg, en boutique, ça se vendra certainement, d'autant plus que Click a Tree, c'est un jeu qui se veut assez facile à sortir. C'est un jeu pas très complexe, un 2 sur 5, pardon. Alors je sais pas si c'est exactement la même échelle que sur BGG, mais eux ils évaluent ça à 2 sur 5, donc un jeu relativement familial, bon, 8 ans et plus, encore une fois familial, hein, pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 30 à 60 minutes, donc un jeu facile à sortir, pas trop long, potentiellement 2-3 parties d'affilée éventuellement si on est en forme. Comme souvent Rosenberg, très peu de facteurs chance, beaucoup de tactique plutôt, et assez faible en termes d'interaction. On est sur ce qu'on appelle en anglais un dry euro, donc un euro assez sec, assez maigre en termes d'interaction entre les joueurs. Et donc, qu'est-ce que c'est que Click a Tree? Donc c'est un jeu Family Plus, on va dire familial, presque initié, avec du placement de tuiles et du pattern building, donc la construction pas de tableau, mais construction de formes, on va dire, pour 1 à 4 joueurs, dans lequel on va construire un petit peu ces champs d'arbres fruitiers pour en faire des récoltes. Voilà, c'est une thématique relativement classique pour ce qui est d'un jeu à l'allemande, hein, j'ai envie de dire, hein, faire de l'agriculture, cultiver des trucs, les choper, les vendre, bon, c'est des trucs qu'on a déjà vu, enfin ça rappelle forcément Agricola ou ce genre de choses-là, quoi, en gros. Et pour le coup, c'est pas vilain. Le placement de tuiles, c'est plutôt à la mode depuis quelques années. Est-ce que ça va même s'essouffler un petit peu? Je ne sais pas exactement. Mais bon, visuellement, ça présente plutôt pas mal. Le matos vend pas du rêve, mais c'est pas vilain non plus. Il y a quelques petites exclusivités Kickstarter durant la campagne qui peuvent éventuellement justifier un bac plutôt qu'une attente en boutique. À peine en vrai. C'est pas super intéressant. Une des exclusivités, c'est une boîte de jeu en bois. Qu'est-ce qu'on s'en fout? La boîte est plus jolie dans la version originale en fait que dans la version en bois où il n'y a aucune illustration. Ça doit peser un peu un âne mort aussi d'ailleurs, je sais pas. Bref, je suis pas convaincu. C'est certainement un jeu qu'on trouvera de toute façon en boutique, mais c'est vrai que ça reste intéressant malgré tout. Placement de tuiles, Uwe Rosenberg, familial, moins de 60 minutes la partie. J'ai envie de dire que ça reste intéressant, mais au demeurant, la campagne vend pas du rêve, donc bon, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Au demeurant, encore une fois, je le dis, un jeu à être intéressant, le placement de tuiles, j'ai pas beaucoup de jeux dans cette catégorie-là. En plus de ça, il y a un truc assez intéressant au niveau de notre plateau de joueurs, c'est qu'on va avoir des sortes de prérequis qui vont être disposés sur ces encarts-là, quoi, sur ces cartouches, et on va devoir compléter les prérequis, donc les missions, on va dire, pour pouvoir continuer à évoluer sur la frise. Et ça, c'est plutôt intéressant. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça par le passé dans d'autres jeux, donc ouais, plutôt intéressant aussi de ce point de vue-là. Voilà, on a aussi des petits upgrades de composants qui sont disponibles durant la campagne. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu plus agréable visuellement parlant et en termes tactile également. Donc ouais, à voir ce que ça peut avoir dans le moteur, hein, Click a Tree. Ça pourrait être une belle petite surprise à terme, mais bon, pour ce qui est d'aller backer durant la campagne, je suis un petit peu moins convaincu de l'intérêt de la campagne. Y a-t-il moyen de le tester éventuellement? On a des vidéos de How to Play, mais est-ce qu'on aurait éventuellement, peut-être les web links, j'ai pas l'impression qu'on soit en mesure de le tester. Non, dommage. Timeline, c'est prévu pour une livraison en septembre 2025, c'est quand même très très rapide, donc si c'est le cas, ça fait quand même plutôt plaisir, ce qui veut dire que le jeu est fini. Production starts May, donc ouais, si la production commence en mai alors que la campagne se termine en février, il n'y a pas grand chose à rebosser sur le jeu, à mon avis le jeu est déjà fini, donc ouais, c'est plutôt vraiment à savoir. Pour ce qui est des frais de port,
Belgique, France, ouais, donc 15 euros. 20 pour la Suisse. Pour nous au Japon, ce serait quoi? 30, j'imagine? Ouais, c'est ça, 30 euros de frais de port. Canada, 20. Voilà. Et puis, bon, pour l'Allemagne, 5 éventuellement si vous y êtes. Mais sinon, je pense que c'est encore une fois un jeu qui sortira certainement en boutique, ne serait-ce que par le biais du nom de son auteur, qui est quand même tellement reconnu qu'il y aura forcément des éditeurs qui se pencheront sur le sujet. Donc voilà pour ce qui est de Click a Tree. 266 contributeurs 18 jours avant la fin de la campagne. Allez Kevin, encore un segment de plat principal et ensuite on fait une pause jusqu'au dessert. Et donc ce dernier plat principal de la journée, il s'agit de Darwin's Journey Oceania. Et là vous pensez peut-être, et vous dites peut-être à votre écran, mais Kevin, pourquoi en plat principal et pas en dessert? Parce que déjà, c'est une extension. Voilà, c'est une extension, et Darwin's Journey, il a eu l'As d'or du jeu expert, je crois, l'année dernière. Du coup, il n'a pas tellement besoin qu'on le mette tellement en lumière, et encore une fois, c'est une extension. Donc les extensions, généralement, je les mets en plat principal et non en dessert, parce que, bon, si vous connaissez pas le jeu d'origine, c'est un peu moins intéressant, même si vous pouvez bien évidemment mettre la main dessus durant la campagne, sinon ça ne ferait pas beaucoup de sens, vous vous doutez bien. Mais c'est un jeu qui a déjà une telle reconnaissance, une telle popularité, qu'il n'y a pas tellement besoin d'en parler en long, en large et en travers, simplement de mentionner qu'il est à nouveau sur Kickstarter avec une nouvelle extension Océanie, qui vient ajouter plein de petits mécanismes et de petits ajouts divers et variés pour enrichir le jeu et sa rejouabilité. Ça reste super intéressant, c'est un jeu qui a une belle popularité que j'aimerais beaucoup tester. C'est l'œuvre de Luciani et Mangone, c'est généralement une équipe qui marche bien, avec les illustrations de Paolo Lovoto qu'on voit de plus en plus, notamment chez Thundergriff, si mes souvenirs sont ça. Ouais, Thundergriff, l'éditeur, non pas italien, espagnol. Qui nous a sorti pas mal de projets qui visuellement envoyaient méchamment du pâté. Récemment, on avait eu Heatherstone qui était superbe par exemple, mais même Tank Garden, visuellement c'était très très beau, Spirits of the Forest, etc. Donc ils savent faire des jeux, Iwali, vraiment méchamment jolis. Pas tous en revanche ont su convaincre vraiment en termes de gameplay. J'ai pas tout testé, mais je sais que Tank Garden a quand même pas mal de détracteurs. Iwali a plutôt une bonne popularité, une bonne réputation, mais il n'est pas si connu que ça en vrai. Il n'y a pas tant de joueurs qui en parlent, donc je sais pas. Heatherstone n'est certainement pas encore arrivé dans les mains des backers, mais il avait l'air d'être plutôt sympa, ceci dit. Et donc ils nous reviennent avec une nouvelle campagne pour Darwin's Journey, certainement un de leurs plus grands succès à ce jour. D'ailleurs on le voit bien avec cette extension Océanie, 4300 backers en l'espace de 4 jours. Autant dire que là, c'est une belle machine. Hein, sol, plafond, moquette, ils en ont foutu de partout. Kickstarter est content. 270 000 euros d'engrangés d'ores et déjà. Très beau début de campagne. Et on le voit donc les tétrachiers de récompenses obtenus ces derniers temps par Darwin's Journey, donc le jeu de base, hein, jeu de l'année expert nominé, donc il n'avait pas gagné de l'As d'or de l'année dernière. En revanche, il avait gagné le Diamant d'or. Il avait été aussi nominé au Heavy Game of the Year sur Golden Geek, enfin sur BGG quoi du coup. Bref, il a eu quand même pas mal de prix, il a une bonne réputation, c'est un jeu qui est plutôt orienté expert, enfin entre le initié plus et le expert moins on va dire quoi en gros, si j'ai bien compris, hein. Encore une fois je ne l'ai jamais testé donc à vérifier. Et qui vient s'enrichir de quelques petits ajouts de mécanismes pour renouveler un petit peu l'expérience. On voit notamment de nouveaux spécimens, on voit aussi de nouveaux plateaux de jeu à double épaisseur qui viennent eux aussi connaître une refonte un petit peu, quoi. On aura de nouveaux lieux tels que la poste, on aura aussi l'université, on aura aussi différents sites dans un village. Bref, on aura quand même pas mal de petits ajouts qui, vraisemblablement, pourraient apporter pas mal de nouveautés. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, hein, de rejouabilité à un jeu qui était déjà populaire. Bon, reste à voir ce que ça vaut véritablement, hein. On sait que les extensions, ça peut avoir les qualités de ses défauts, les défauts de ses qualités. Parfois, une extension peut en rajouter trop ou pas assez, difficile à dire, en se basant uniquement sur une page Kickstarter d'un jeu qu'on n'a pas joué jusqu'à présent, enfin auquel on n'a pas joué jusqu'à présent. Sachez là encore que pour Darwin's Journey, vous avez une VF présente durant la campagne, donc si vous avez
appréciez le jeu de base, vous pouvez éventuellement vous orienter vers un bac, même si vous le savez d'entrée de jeu, vu qu'il a connu déjà une VF de base, hein, vous le retrouverez en boutique en France ou en Belgique, où que vous soyez d'ailleurs. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller le baquer durant la campagne, mais j'imagine, j'ai oublié entre temps, que les prix seront un peu plus intéressants durant la campagne, donc ça peut avoir un intérêt malgré tout. Donc 35 €, ça c'est le prix de l'extension Oceania, avec donc les composants que vous entreapercevez ici, avec des nouvelles pièces, des nouveaux petits meeples, des tuiles de ci de là, quelques cartes supplémentaires également, et puis donc les plateaux double épaisseur pour chacun des joueurs. On aura aussi des stretch goals également, qui seront inclus d'entrée de jeu. Sinon, on a ici la Collector's Edition. Attention, ça c'est pour Darwin's Journey jeu de base, sans l'extension Oceania. D'accord? Donc en gros, c'est l'édition collector, deluxe, tout ce que vous voulez, du jeu de base. Mais il n'y a pas l'extension qui fait l'objet de la campagne actuelle. Donc ça c'est pour 110 €, avec donc tous les composants que l'on entreaperçoit ici. Donc il y a quand même masse de matos. Et vous disiez que, enfin vous direz peut-être que, j'ai dit vous disiez, je sais, vous l'avez gaulé, je suis fatigué. Vous vous dites certainement, vous vous serez dit certainement que le matos a pas l'air d'être si fou que ça pour du 110 €. Mais en vrai, les extras ici font la différence. On va avoir un sac qui contient toutes ces petites ressources en cire, ou en simili-cire, c'est du plastique en réalité. Les pièces de métal plutôt que les pièces de base qui sont ici, donc il y aura les deux en fait. Il y aura aussi le screen print sur toutes les petites pièces en bois que l'on voit ici. Il y aura aussi l'extension Fireland. Est-ce que le plateau est en néoprène éventuellement? J'ai pas regardé d'ailleurs. Non, a priori non, pas spécialement. On aura aussi un petit insert. Bref, il y a quand même pas mal de matos en plus, et du coup, 110 €, ouais, c'est un peu cher, certes, mais le matos est quand même sympatoche. Sinon, on a le pledge à 135, là donc du coup c'est Oceania Founders plus Collector, donc en gros la Collector, donc à Deluxe, plus Oceania l'extension, donc le tout pour 135 €, donc il y a une petite ristourne de 10 € sur le prix de l'extension. Voilà, et du coup, c'est à peu près tout. Il nous montre pas mal de stretch goals d'ores et déjà débloqués, ça fait plaisir effectivement. On met en avant les différents add-ons que l'on peut choper en plus durant cette campagne. Par exemple les petites lentilles comme ça qu'on a de très très réalistes qui sont très très cool, très très jolies. Les petits mini-extensions, il n'y a pas de S à mini, les petites mini-extensions dans tous les sens. Certainement des mini-extensions qui étaient déjà sorties par le passé pour la majorité que l'on voit ici, mais deux mini-extensions nouvelles en revanche, Komodo et Golden Tent, qui sont des micro-extensions vraiment qui ajoutent pas grand chose, mais plein de petits modules on va dire, qui peuvent encore une fois renouveler pas mal l'expérience. En revanche, aucune idée de la qualité intrinsèque de chacun de ces petits modules. Encore une fois, j'ai pas testé le jeu, en revanche, je fais confiance à tous ceux qui regardent la vidéo, qui eux ont testé, pour nous dire en commentaire ce qu'ils en ont pensé. Mais bon, je sais d'ores et déjà que c'est un jeu quand même très très populaire, il n'a pas gagné tous ses prix pour rien, il n'a pas été nominé à Cannes pour rien, il n'a pas gagné le Diamant d'Or pour rien, mais quand même je serais curieux de voir ce que vous en pensez. J'ai vu quelques vidéos à son sujet qui étaient quand même plutôt généralement assez dithyrambiques, mais c'est toujours sympatoche d'avoir différents sons de cloche, même si c'est pour aller dans le même sens, bien évidemment. Shipping. Zone A, il y a donc le Belgique et la France dedans aussi. Il y a Monaco aussi, non? Non, même pas. Belgique, France en tout cas. Luxembourg potentiellement. C'est 16 € plus 14 par copie additionnelle. Jusqu'à 2 copies en plus pour faire des mini pledges groupés. Ensuite, nos amis canadiens et monégasques potentiellement, c'est la zone C. 28 plus 26 de frais de port. Et puis pour nous au Japon, on est dans la zone D, tout comme nos amis suisses, et donc ce serait 38 plus 36. Mais ça, c'est pour la Oceania Founders Edition. C'est même que pour l'extension. Et l'extension, si vous vous souvenez bien, elle coûte 35. C'est-à-dire que pour nous au Japon, les frais de port coûtent plus cher que le jeu. Ça picote un peu méchamment. Hein. Par contre, si vous prenez la Collector's Edition, donc le jeu de base sans l'extension, ça va de 16 à 44. Et si vous prenez le jeu de base Collector plus Founders, donc l'extension, c'est 18 à 46 en fonction de la zone de résidence qui est la vôtre. Voilà donc pour ce qui est de Darwin's Journey Oceania. On pourra déplorer un petit peu le fait que le gameplay soit pas tellement mis en avant. Alors certes, on nous présente les ajouts de Oceania un petit peu ici, mais si on n'a pas joué au jeu de base,
c'est pas hyper parlant. Ça c'est un tout petit peu dommage selon moi. Ceci étant dit, le jeu a une telle popularité que la campagne marche quand même très fort. 4326 contributeurs au moment où j'enregistre cette vidéo, 19 jours avant la fin de la campagne et 270 000 € d'engrangés d'ores et déjà au 3e jour de campagne. Voilà donc pour ce qui est des plats principaux de la semaine. On va pouvoir enchaîner tout de suite avec les 2 desserts de la semaine. Enfin, quand je dis tout de suite, pour moi c'est demain, parce que là je fais une coupure, j'en peux plus. Mais pour vous, bah, c'est dans 4 secondes. C'est donc parti pour les 2 desserts de la semaine. Le premier, il se trouve actuellement en campagne sur GameFound. Il s'agit de Master of Orion Ad Astra, qui est le nouveau projet de Arkane Studio. Ça rappellera certainement des souvenirs à certains, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du studio derrière Heroes of Might and Magic 3, The Board Game, que Xavier a chopé, pas durant le pledge je crois, mais... il a chopé en occasion, je crois, par la suite, qui s'est un peu donné pour spécialité de reproduire des jeux de vidéo en jeux de société, pas uniquement, je crois, mais en gros, ils ont quand même quasiment tout le temps des licences. On les a aussi vus pour Masters of the Universe, on les avait vus aussi pour un autre jeu vidéo, je crois, mais je ne me souviens plus duquel. Ah, Wolfenstein. Est-ce que c'était tout? Vanguard of War, ça me dit rien, par contre. Mais ouais, très récemment, donc Masters of the Universe, Heroes of Might and Magic, des campagnes qui ont fait beaucoup de monde, hein, qui ont attiré beaucoup de backers. Heroes of Might and Magic, je crois qu'on n'aura pas le nombre de backers ici, parce que le pledge à la base était sur Kickstarter, si mes souvenirs sont bons, et le pledge manager sur GameFound, mais bon, c'était un truc à plus de 10 000 backers, un truc comme ça. Et donc, il y a quand même un certain pédigré derrière Arkane Studio, qui nous revient à nouveau avec un portage de jeux vidéo en jeu de société, jeux vidéo dont j'ignorais totalement l'existence avant de découvrir la campagne pour Master of Orion. Vraiment, je suis plus du tout à la page concernant les jeux vidéo. Et du coup, qu'est-ce que c'est donc que ce Master of Orion Ad Astra, me direz-vous? Eh bien, il s'agit, vous le voyez ici, d'un 4X épique. 4X, souvent ça se trouve dans l'espace, je sais pas pourquoi, c'est une thématique qui marche bien, j'imagine, avec le 4X. C'est aussi les jeux un petit peu à la civilisation de Sid Meier, bien évidemment, pour les plus anciens. Et donc un 4X dans l'espace intersidéral avec différentes races, différentes factions que vous imaginez aisément être asymétriques, bien évidemment. Il y en aura 6 apparemment, donc 6 factions asymétriques, apparemment profondément asymétriques. Et donc qui dit 4X, eh bien dit toujours un petit peu le même genre de gameplay, et surtout qui dit également que Kevin, il n'est pas très connaisseur en la matière. Donc je vais éviter de dire trop de conneries. D'ailleurs, je viens peut-être potentiellement de vous en dire une, à savoir que quand on parle de 4X, on a souvent des gameplays assez similaires. En réalité, comme je joue pas à des 4X, si ce n'est Civilization sur PC à l'époque, bah, je sais pas en vrai ce qui différencie tellement un 4X d'un autre, parce que je manque d'expérience en fait, tout simplement. Donc je vais pas m'avancer plus que ça. Sachez que c'est pour 1 à 4 joueurs, même s'il y a 6 factions. Il y aura moyen de jouer jusqu'à 6 si vous prenez une des extensions. Pour des parties de 180 minutes, donc bon, on tape sur même 3 heures, des parties potentiellement un petit peu longues. À mon avis, il y a moyen d'aller chercher même un peu plus que 3 heures. À mon avis, 3 heures minimum, avec moyen de faire 4, 5, 6 heures si vous jouez à 6, même à mon avis, ça m'étonnerait pas. Donc, 4X, donc il y aura apparemment de placement d'ouvriers, il y aura forcément de l'asymétrie, il y aura aussi un facteur diplomatie et économie assez intrinsèquement connecté aux différents mécanismes du jeu, assez pointu, assez profond. En tout cas, c'est ce qu'ils semblent, eux, mettre en avant durant leur campagne, et du coup, ça semble prometteur. Reste à voir, une fois sur la table, si ça tient ses promesses. Mais donc, petit résumé de ce que nous propose Master of Orion. D'abord, avant de parler de gameplay, bah déjà, vous le voyez, il y a une VF. Et ça fait plaisir. Bon, c'est pas une grande surprise, puisque les précédents jeux, les plus récents en tout cas, de Arkane Studio, y compris Heroes of Might and Magic, avaient une VF également, si mes souvenirs sont bons. Donc du coup, c'est pas une surprise de le retrouver ici également, ce petit drapeau français. Petit aperçu de ce que ça peut donner en termes de présence sur table. Bon, c'est pas vilain, mais comme souvent je le reproche un petit peu aux jeux qui se déroulent dans l'espace, en fait c'est un petit peu froid. C'est pas hyper sexy pour moi, mais après c'est aussi mon profil de joueur qui parle, c'est peut-être un petit peu trop subjectif, mais même les plateaux de factions
me semble pas hyper sexy en réalité, hein. Encore une fois, je suis pas le public, je le comprends bien. Les tuiles en revanche qui composent l'espèce de système solaire dans lequel on va évoluer, ou les systèmes solaires, je sais pas, sont plutôt classe. Là pour le coup c'est un petit peu plus attrayant, mais bon, globalement c'est pas trop ma cam quoi. Je le disais tout à l'heure, hein, 1 à 4 on l'a vu en haut de la page ici, mais en réalité 1 à 6 si vous prenez l'extension Galactic Council et GNN. Je sais pas trop à quoi ça correspond ces syllabes-là, enfin c'est pas celle-là, c'est cet acronyme. Mais apparemment donc énormément de contenu. Hein. Ils en ont foutu de partout, c'est dégueulasse. Ils ont mis les petits plats dans les grands, et ça déborde un petit peu de partout. Vous allez voir, il y a beaucoup de matos. Alors, continuons. Become a true emperor, parce que oui, qui dit 4X dit aussi un petit peu impérialisme. On va chercher à se développer, à, comment dirais-je, upgrader notre faction, notre empire, avec différentes technologies plus poussées les unes que les autres, donc pour prendre possession de différents territoires, les exploiter, éventuellement foutre des petits coups de tatane à nos petits copains autour de la table ou à des PNJ, des personnages non joueurs, une sorte de pirate qui va venir mettre un petit peu son grain de sel dans la partie, parce que fondamentalement vous pourriez vouloir simplement progresser un petit peu chacun de votre côté sans forcément chercher à vous taper dessus. J'ai bien conscience que quand on est dans un 4X, ce serait se passer de 1 des X, qui est potentiellement l'un des plus excitants, mais ça dépend des profils de joueurs. En réalité, par exemple, Xavier et moi-même, quand il y a des jeux où il y a du take that, optionnel, on l'utilise pas tellement. On aime bien évoluer chacun un petit peu dans son coin, on se tape pas forcément tellement dessus dans des jeux comme ça. Donc c'est des profils de joueurs qui existent aussi. Mais bon, 4X donc, exploration, bien évidemment, expansion territoriale bien sûr, exploit, donc exploitation des différentes ressources qui se trouvent dans les lieux que l'on contrôle ou qu'on est amené à contrôler, qu'on aimerait pouvoir contrôler, et puis extermination de toute forme de vie humaine autour de nous, enfin humaine ou extraterrestre après tout, donc que ce soit des pirates, donc des PNJ, ou nos rivaux autour de la table bien évidemment. À vous de choisir la stratégie qui vous correspond le mieux, une sorte d'équilibre entre ces 4X. Est-ce que vous serez plus dans l'exploitation, le commerce, la diplomatie, ou est-ce que vous serez plus dans la guerre, les salsifis, petite référence, à vous de voir. C'est un petit peu l'avantage aussi des 4X, c'est qu'il y a différents chemins qui peuvent potentiellement nous mener vers la victoire, mais il faut rarement, en général, en sacrifier un totalement au risque de se faire marcher dessus par nos petits copains, bien sûr. Alors, ensuite, why is it so unique? Qu'est-ce qui fait que ce jeu est particulièrement unique, surtout dans une catégorie de jeux assez fournie? Alors, d'abord, on nous parle d'une quantité astronomique, thématiquement ça fait sens, de composants. Il y a masse de matos à l'intérieur de Master of Orion, ce qui ne veut pas forcément dire grand chose en soi, mais je imagine que ça sous-entend une forte rejouabilité. Deep Space Technologies, donc bien sûr, qui dit 4X dit aussi une facette un petit peu civilisation et donc progression technologique au fur et à mesure de la partie, pour chercher à dominer nos adversaires, mais technologies qui ne seront pas uniquement basées sur justement la technologie scientifique, on va dire. Il y aura aussi des améliorations pour ce qui est de l'économie, de la diplomatie ou du militaire par exemple. Truc original aussi, c'est que c'est fait en Europe. C'est Archon Studio, c'est un studio polonais, et du coup ils ont leur propre usine en Pologne, donc c'est à souligner. Ils auront la main mise sur la manufacture, mais également l'envoi du jeu, donc assez pratique. Ensuite, différents chemins vers la victoire, etc. Les machinations politiques, les petits coups de traître dans le dos, parce que bien évidemment, dans un tout bon 4X qui se respecte, il y a moyen de faire des petites alliances, toujours un petit peu fragiles, un petit peu bancales, parce qu'au final, il n'y aura forcément qu'un seul vainqueur en bout de course. Un petit aperçu des différentes factions avec leurs compétences asymétriques, avec les petits espaces de technologie qui vont venir se remplir, se débloquer au fur et à mesure, j'imagine. On aura aussi bien sûr masse de cartes, hein. Il y aura un aspect de gestion de main, de construction de tableaux également qui sera relativement intéressant. L'exploration de l'univers, bon là je repasse sur des choses que j'ai déjà un petit peu évoquées, mais avec un peu plus d'illustration, c'est toujours un petit peu plus parlant. Voilà, je ne vais pas entrer trop dans les détails, parce qu'encore une fois, manquant moi-même d'expérience concernant les 4X, je ne suis pas à l'abri de dire des conneries, mais voilà, sachez-le, c'est un jeu qui a connu un assez beau succès apparemment en jeu vidéo, qui donc
connaît un portage en jeu de société par un éditeur qui a su faire ses preuves, notamment récemment avec Heroes of Might and Magic. Les pledges. Bon, c'est là que vous vous doutez bien, on parle depuis tout à l'heure de composants en masse, ça va coûter cher du coup. Le pledge de base, donc le moins cher, c'est le Space Cadet, 119 $. Donc on est déjà à 120 $ pour un pledge de base, avec seulement donc, la boîte de base plus la boîte des stretch goals, mais apparemment quand même une économie de 66 $ au final. Sachez également, comme souvent c'est le cas pour les gros jeux sur GameFound, vous avez le stretch pay, l'option qui vous permet donc d'étaler vos paiements sur plusieurs mois pour essayer de amortir un petit peu la somme, enfin même la borne, si c'est pas du tout en réalité, c'est juste que vous, comment dirais-je, vous faites plusieurs paiements, vous espacez un petit peu les paiements pour vous sentir moins à poil. C'est juste qu'en fait, on découe votre calbut au fur et à mesure, plutôt que de vous le retirer d'un seul coup. Ça change pas grand-chose au final. Mais bon, je comprends l'intérêt quand même. Ensuite, on a le Galactic Explorer à 149 $. Là, on a l'impression qu'on a les 3 extensions, mais non, il n'en est rien. Vous avez une extension au choix parmi les 3. Du coup, ça vous rajoute 30 $. 30 $ l'extension, c'est pas donné, mais bon, quand la boîte de base coûte 120, bon, c'est le quart, au final, ça peut se comprendre. Et je crois qu'il y a 3 nouvelles factions dans chaque... en tout cas, j'imagine que c'est le cas. GNN, Galactic Council, Antaran's Revenge. Ok, je sais pas exactement comment c'est composé, mais vous choisissez une des 3 extensions pour l'ajouter à votre pledge, et ça fait donc 150. Ensuite, un peu la même formule, 179, cette fois-ci, vous avez 2 extensions au choix, et puis finalement le pledge Emperor à 200 boules quand même, pour avoir le jeu de base, et les 3 extensions cette fois-ci, sans la nécessité de choisir parmi ces 3 extensions, vous aurez les 3 d'un coup. Voilà, pour les complétistes, ça fait plaisir. Ensuite, bien sûr, masse de stretch goals qui ont déjà été débloqués, mais là, ma foi, on passe. Ensuite, on vous présente un petit peu plus en détail chacune des factions en présence, avec un petit peu leur spécificité. La symétrie a l'air d'être assez profonde, assez intéressante à checker. Ensuite, masse de cartes, de tokens, de petits plateaux en tout genre. Vous voyez que globalement, le matos a l'air d'être assez riche, assez deluxe. Donc c'est un jeu qui présente plutôt bien. On peut désormais lire la règle en anglais sur cette page. On peut également le tester sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Pour le reste, je passe pas trop en revue la totalité des détails. Vous avez un petit aperçu aussi des différentes extensions avec justement les 3 races qui viennent s'ajouter à celles déjà en présence, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va nous directement aller voir le timetable et le shipping. Timetable, on est théoriquement parti sur une livraison premier trimestre 2026, donc c'est bon, pas si loin que ça en réalité. Shipping en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour le Canada, ça va aller de 42 à 53 $. Pour l'Union Européenne, c'est de 20 à 24. Le Rest of Europe, donc j'imagine que pour nos copains suisses, ce sera 39 à 55. Et puis pour nous, au Japon, j'imagine qu'on est dans le Rest of the World du coup. Ouh la vache, 68 à 98. Ouh, ça pique méchamment. C'est remplacer du collyre pour les yeux avec du tabasco à ce niveau-là. C'est pas hyper agréable. La note sera salée. Fort heureusement, jeu qui m'intéresse pas outre mesure, mais en revanche, c'est le cas de près de 3500 backers d'ores et déjà qui ont accumulé 7000 non, heureusement pour eux, 750 000 $ à l'heure où je vous parle, à savoir 11 jours avant la fin de la campagne. Et on termine cette semaine par le petit projet coup de cœur, on va dire coup de cœur. Vous le voyez, c'est pas un coup de cœur hyper serein, hyper affirmé. Pourquoi? J'adore Everdell, pas de problème là-dessus, mais un petit peu comme Wingspan, Wormspan, Fishspan ou je sais plus quoi qui vient d'être annoncé récemment, Everdell ça fait quand même 3 itérations. On a eu Everdell, premier du nom, on a eu Far Shore, qui était une version moins bien de Everdell, je trouve, même s'il y avait des bonnes idées, et du coup, on voit Everdell rejaillir sur Kickstarter en ce début d'année, avec, cette fois-ci, Silverfrost. Du coup, pourquoi, alors que j'ai cette semi-déception de revoir encore le même univers pompé jusqu'à la moelle, parce que, en fait, contrairement à Wingspan ou Wormspan et compagnie, où c'est quasiment le même jeu, juste avec des créatures différentes, là, on continue à explorer l'univers fantaisiste de Everdell,
Everdell, premier du nom, c'était vraiment la forêt, etc. Ensuite, on avait Far Shore, où c'était plutôt vers les contrées du sud, avec la mer, etc. Là, on part plus vers les contrées du nord, enneigées. Et cette fois-ci, le jeu se veut, contrairement à Far Shore, qui était un peu simplifié, un peu streamliné, je trouve, par rapport à Everdell. On est sur un jeu qui est un petit peu plus orienté, initié plus, on va dire, slash expert, on va dire, que Everdell. Et du coup, ça le rend super intéressant. En revanche, vous l'aurez certainement remarqué pour ceux qui sont amateurs de Everdell, on associe très souvent Everdell avec la direction artistique de Andrew Bosley. Pour le coup, c'est pas le cas. Là, c'est un nouvel illustrateur. C'était déjà le cas pour Far Shore d'ailleurs. Hein. C'était pas Andrew Bosley non plus au pinceau pour Far Shore. Et j'étais pas très fan de la DA de Far Shore. Elle était pas vilaine, mais c'était un peu vide. C'était pas aussi riche que l'univers qui était proposé par Andrew Bosley. Et là, pour le coup, sur Silver Frost, pour le peu qu'on a à en voir ici, ça a l'air d'être un peu plus riche justement, avec une patte un peu différente de celle de Bosley, un petit peu plus réaliste, un petit peu moins mignonne si je puis dire, mais toujours aussi charmante. Ça fait son effet, et quand vous me dites en plus de ça que c'est du Everdell, un peu modifié bien sûr, et un petit peu plus expert, moi ça m'attire pas mal. Et d'ailleurs on le voit ici je crois, donc Far Shore qui offrait une expérience de jeu un peu plus légère, un peu plus streamlinée. Silver Frost, on nous parle d'un truc un petit peu plus complexe. Alors où est-ce que c'était? Je sais plus où ce que c'était. Far Shore, ok, Far Shore, Silver Frost. Bah, j'arrive plus à retrouver ça. Mais quelque part, c'était dit que c'est une version un petit peu plus complexe, un petit peu plus gamer que Everdell. Bon, j'essaierai de retrouver ça un peu plus tard dans la campagne. C'est bien sûr un standalone, pas besoin de Everdell pour y jouer, hein, un petit peu comme pour Far Shore. C'est toujours pour 1 à 4 joueurs en revanche, pour 10 ans et plus, donc on n'est quand même pas sur de l'expert, on va dire initié plus, et pour 30 minutes par joueur autour de la table. Alors continuons, quelques petits éléments de DA justement toujours aussi jolis, mais dans un registre un petit peu différent. Bah voilà, c'est ici, more complexe, vous voyez, c'est ici. Silver Frost, c'est donc un challenge un petit peu plus complexe et stratégique que ne l'était la version standard de Everdell ou encore Far Shore, avec également quelques nouveaux mécanismes innovants qui vont permettre de renouveler un petit peu l'expérience et de donner un petit peu de grain à moudre aux plus experts d'entre nous, on va dire. Voilà, il y aura de nouveaux mécanismes, on t'a aperçu, je crois, un peu plus haut avec des Big Critters, je crois que c'en est un ici. Mais oui, on aura donc des Big Critters, donc des créatures plus imposantes, comme on l'avait déjà vu dans une des extensions d'Everdell, Spinecrest, j'ai oublié comment ça s'appelait. Qui était assez sympa d'ailleurs, c'était la meilleure extension à mon sens d'ailleurs de Everdell. Il y aura aussi une montagne, vous le verrez un peu plus bas, avec des beacons, comment ça se dit déjà, des beacons, enfin des sortes de feux que l'on positionne au sommet de montagne comme des repères visuels. Il y aura donc 2, 3, 4 petits mécanismes un petit peu innovants, un petit peu nouveaux dans Everdell, excusez-moi, qui renouvellent un petit peu l'expérience, ça va être assez sympatoche. La forme du plateau de jeu, moins fan en revanche, mais bon. Et au-dessus de ce plateau de jeu, on positionnera donc ce petit plateau de montagne qu'on devra aller explorer, faire des quêtes, etc. Ensuite, pour le reste, il y a quand même beaucoup de choses qui sont similaires à Everdell, à savoir construction de tableaux de cartes, il y aura une gestion de ressources, du placement d'ouvriers, etc., etc. Mais il y aura aussi donc des quêtes, il y aura aussi les Big Critters inspirés par cette extension d'Everdell. Il y aura bien sûr du solo, bien évidemment. La version de base, vous aurez les éléments en carton, logique, et puis ensuite vous aurez une version deluxifiée avec des éléments en plastique, en bois, et ainsi de suite, pour faire un petit peu plus classe sur la table. Je passe les détails pour ce qui est du gameplay, hein, je l'ai dit, hein, construction de tableaux, gestion de mains, placement d'ouvriers, ce genre de choses-là. Là, on reste en terrain connu pour ce qui est de Everdell. Vous pouvez aller checker ici même le livret de règles, en tout cas dans son état prototypal, on va dire, pour voir un petit peu les différences. Et vous voyez ici la présence sur table avec ce plateau à une forme un peu particulière, et la montagne qui se trouve derrière, et ça rend plutôt pas mal, comme c'était déjà le cas pour l'arbre d'Everdell, mais qui pour le coup ne servait pas à grand chose. Là, je trouve que la montagne ça présente un petit peu mieux, c'est un peu moins casse-gueule aussi, j'aime bien, en tout cas en termes visuels. Vous aurez aussi bien sûr l'occasion de mettre la main sur toute une ribambelle d'add-ons dans l'univers d'Everdell, mais pas seulement, en fait c'est tous les jeux de l'éditeur, hein. On retrouve ici Far Shore qui est quand même très cher pour ce que c'était en réalité, Everdell, y compris la Complete Edition à 225 boules par exemple aussi, il y a aussi Flourish par exemple, leur
enfin leur jeu qui n'est pas dans l'univers de Everdell, ou encore Everdell Duo, qui avait connu une campagne assez récemment, en réalité, entre Everdell Duo et Everdell Sieve of Frost, il doit y avoir quoi, 6 mois, hein, même pas un an je crois, entre les deux campagnes. C'est prolifique, avec toujours les risques que ça peut avoir d'être prolifique. Est-ce que c'est pas un peu bâclé par-ci par-là? À voir. Pour le shipping, Canada 18 jusqu'à 25 en fonction de votre pledge, 20 à 25 pour l'Union Européenne, 24 à 25 j'imagine pour nos amis suisses, et puis nous qui sommes dans le Southeast Asia, on doit être entre 32 et 39 $ de frais de port pour Everdell Sieve of Frost, qui m'attire beaucoup. Alors je sais que, et vous le savez peut-être aussi d'ailleurs, de nous deux, Xavier et moi-même, Xavier c'est celui qui a Everdell avec la Complete Edition. Il a eu Farshore qu'il a revendu parce qu'on n'était pas hyper convaincu. Et du coup Everdell c'est plutôt le domaine de Xavier, on va dire. Mais j'avoue que moi j'ai pas Everdell Complete Edition. Et du coup Sieve of Frost, s'il le prend pas, ça fait pas vraiment doublon. Donc j'avoue que je suis quand même particulièrement intéressé et attiré par Everdell Sieve of Frost. La Collector's Edition un petit peu déluxifiée, parce que de toute façon on retrouve la version normale en boutique à terme j'imagine, parce que Everdell ça fait quand même un beau succès, c'est un jeu populaire. Donc ouais, j'attends de voir, il reste encore 12 jours avant la fin de la campagne, qui se porte d'ailleurs très bien, on a quand même à 400 000 € d'engrangés, 3600 contributeurs au moment où je m'enregistre, donc plutôt un beau résultat. J'attends de voir, on verra bien un petit peu dans les semaines à venir, les 2 semaines à venir, ce qui est proposé en termes d'autres campagnes qui pourraient m'intéresser tout autant, voire même plus. Mais ouais, on n'est pas à l'abri d'un petit bac pour Everdell Sieve of Frost, on verra. Qu'est-ce que je surveille d'autre actuellement? Je sais qu'il y a Postcards, le projet français d'un des primo-éditeur, que je surveille encore un petit peu. Ouais, ça, Postcards. C'est tout pour l'instant, ouais, remarquez. Je sais pas, on verra bien. On verra bien, mais c'est vrai que Everdell Sieve of Frost, sur le papier, c'est assez intriguant. Voilà du coup pour ce qui est du menu crowdfunding du 19 janvier 2025, j'ai fait dire 24. Et puis écoutez, merci encore de m'avoir écouté encore une fois aujourd'hui, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, je ne le dis quasiment jamais, et du coup j'oublie à chaque fois. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ou pas, après tout le temps que vous regardez. Ça n'a pas une grande incidence, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir le nombre d'abonnés grimper malgré tout. Je pense que je ferai aussi une vidéo en début de semaine prochaine, parce que depuis quelques mois on a reçu 2-3 commentaires sur les pubs, la quantité de pubs, la longueur des pubs, etc. Honnêtement je check pas tellement la quantité oui, la longueur en revanche non, je sais même pas que c'était réglable, c'était ajustable. Donc je vais regarder ça un petit peu pour ce menu, pour essayer de voir si c'est un peu plus digeste, mais je ferai une vidéo aussi un peu sur le sujet. Je voulais faire en fin d'année dernière une vidéo un peu bilan de l'année, comme beaucoup d'autres en ont fait. J'ai regardé ce bilan de Zeugma ou encore de jeux en carton par exemple. J'ai participé à celui de Nyx, même si c'est un bilan un petit peu différent des chaînes mentionnées précédemment. Et puis finalement, j'étais tous les jours avec mon fils dont je devais m'occuper, etc. J'ai pas eu le temps, pas eu la motivation, l'énergie. Donc je l'ai pas faite. Et je me suis dit, bon, c'est pas, il y a tellement de gens qui en font, je sais pas ce que je vais apporter de vraiment différent. Mais finalement, c'est quelques commentaires vis-à-vis de la pub, et ils sont très peu nombreux. La majorité d'entre vous acceptent ça de bon cœur. Il n'y a que très peu de messages qui ont dit, bon, la pub, c'est un peu chiant, il y en a trop, c'est trop long, etc. Et c'est toujours dit avec bienveillance, en tout cas avec respect, politesse et courtoisie, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même envie d'y répondre au bout d'un moment, parce que je sais que si j'étais, et d'ailleurs je le suis, à votre place, quand je regarde d'autres chaînes, c'est vrai que personne n'apprécie voir des pubs. J'essaie de faire un truc pas trop indigeste. Je vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon je vais faire cette vidéo dans les jours à venir. Mais ouais, c'est un truc qui me titillait. Donc je pense que je vais profiter de ce sujet des pubs pour faire une vidéo un petit peu bilan. Parce que c'est un petit peu connecté justement éventuellement aux revenus qu'on peut en retirer via YouTube sur une année par exemple. Combien rapporte un menu crowdfunding, ce genre de choses là. C'est toujours intéressant à savoir. Et à relativiser. On se dit peut-être que les youtubeurs gagnent plus que ce qu'ils ne gagnent véritablement, même si vous vous doutez bien qu'avec 3300 abonnés, on délaisse pas son job pour 3300 abonnés sur YouTube.
très clairement. Mais bon, voilà, ce sera certainement intéressant pour certains, pas du tout intéressant pour d'autres. Ça, à vous de voir, on verra bien si ça intéresse les gens. D'ici là, du coup, eh bien évidemment, jouez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, ça reste le plus important. Et puis, à la prochaine.